Si vous étiez traqué par un tueur psychopathe le jour de l'anniversaire du meurtre de votre mère, que feriez-vous? Ce monstre costumé est à la fois Michael Myers, Jason Voorhees et Freddy Krueger, et il n'y a qu'une seule façon de découvrir qui se cache vraiment derrière le masque. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre Ghostface dans Scream. Ces lycéens sont sur le point de découvrir ce qui arrive lorsque de mauvais élèves regardent trop de films d'horreur. Seule dans la maison de ses parents, Cassie Baker reçoit un appel étrange d'un inconnu. L'appelant ne semble pas savoir qui il cherche à joindre. Cassie lui dit qu'il s'agit d'un mauvais numéro et raccroche. Le même homme rappelle rapidement et dit à Cassie qu'il veut lui parler 1 minute. Mais elle lui raccroche au nez une 2e fois. Quelques minutes passent et le téléphone sonne à nouveau. Cette fois, Cassie participe à la conversation. Elle dit à son interlocuteur qu'elle prépare du popcorn et il lui demande si elle aime les films d'horreur. Elle commence à parler de ses films d'horreur préférés et il mentionne qu'elle ne lui a pas dit son nom. Cassie lui demande pourquoi il veut savoir et il lui répond de façon inquiétante « Parce que je veux savoir qui je regarde ». Cassie commence à devenir nerveuse et allume les lumières du patio pour voir si quelqu'un l'observe, avant de fermer la porte à clé et de raccrocher le téléphone. Le téléphone sonne à nouveau et Cassie répond, mais cette fois, son interlocuteur lui dit que si elle raccroche, il la saignera comme une truie. Elle demande nerveusement s'il s'agit d'une blague, mais il répond que c'est plutôt un jeu. Et il la traite de blondinette, prouvant qu'il peut vraiment la voir. Cassie panique et court partout dans sa maison en fermant toutes les portes et les fenêtres. Elle menace d'appeler la police, mais l'inconnu lui fait remarquer qu'ils n'arriveront jamais à temps. Il dit qu'il veut voir à quoi ressemblent ses tripes. Et à ce moment-là, Cassie en a assez et raccroche. Soudain, on sonne à la porte et Cassie hurle en courant vers le téléphone pour appeler la police. Mais juste au moment où elle y arrive, le téléphone sonne à nouveau. Elle répond et dit à l'inconnu que son petit ami est en route. Mais c'est alors qu'il lui dit d'allumer la lumière du patio arrière. Et elle y voit son petit ami Steve qui est ligoté sur une chaise. Elle le supplie de ne pas lui faire de mal. Mais il lui dit qu'ils doivent jouer à un jeu. Il va lui poser une question sur un film et si elle répond correctement, Steve vivra. Cassie réussit la question d'échauffement, mais elle se trompe à la vraie question. Et le tueur explose le ventre de Steve. Ça fait 1 victime et il en reste 11. Cassie est horrifiée après avoir vu son petit ami mourir. Mais le tueur dit qu'il n'en a pas encore fini avec elle. Il lui pose une dernière question. Devine derrière quelle porte je me trouve? Mais elle dit qu'elle ne veut plus jouer. À ce moment-là, le tueur lance une chaise à travers la porte vitrée. Cassie court à la cuisine, prend un couteau pour se protéger et voit le tueur passer au bout du couloir. Elle se faufile lentement par la porte de derrière et se cache sur le côté de la maison. La jeune fille aperçoit la voiture de ses parents qui roule sur la route et Cassie jette un coup d'œil dans la maison. Mais le tueur se tient juste là, portant un masque de fantôme. Il passe son bras à travers la vitre et l'attrape. Cassie le frappe et le fait tomber, ce qui lui donne 1 minute pour s'échapper. Mais il la rattrape et la poignarde à la poitrine. Elle tombe au sol et Ghostface commence à l'étrangler. Mais elle le repousse et court une dernière fois vers ses parents. Elle essaie de crier pour appeler sa mère, mais après avoir été étranglée, sa voix n'est pas assez forte. Et elle n'arrive pas à attirer l'attention de ses parents. Ghostface renverse Cassie et l'achève. Ses parents remarquent des signes de lutte, mais le temps qu'ils comprennent ce qui se passe, il est trop tard. Et ils trouvent le corps ensanglanté de Cassie pendu à un arbre dans la cour. Ce qui fait 2 victimes, et il en reste 10. Ok. Cassie avait prévu de passer une soirée tranquille à regarder des films d'horreur, mais elle a fini par être la star de son propre film. Elle a déjà des soupçons après le premier appel, mais au lieu de faire quoi que ce soit, elle décide de jouer le jeu, ne réalisant le danger qu'elle court que lorsqu'il est beaucoup trop tard. Au 3e appel du même sale type, j'aurais compris que j'avais affaire à un harceleur. Le fait d'appeler à plusieurs reprises quelqu'un qui vous a déjà demandé d'arrêter est considéré comme du harcèlement et est illégal en Californie où vit Cassie. Ce qui signifie qu'elle a déjà une raison de contacter la police avant même que Ghostface ne commence à la menacer. Dès qu'elle a réalisé que Ghostface pouvait la voir, j'aurais appelé la police immédiatement. Il dit que la police n'arriverait jamais à temps. Mais il y a en fait un défaut majeur dans sa logique. Cassie vit dans la ville fictive de Woodsboro, basée sur la ville réelle de Santa Rosa, en Californie. Il se trouve que dans la ville de Santa Rosa, pour un appel de priorité 1, c'est-à-dire un appel pour lequel la police estime qu'il existe une menace immédiate pour la vie, le temps de réponse moyen de la police est de 6 minutes et 48 secondes. Entre le moment où Ghostface menace Cassie pour la première fois et celui où il la tue, 9 minutes entières se sont écoulées. Ce qui signifie que la police aurait pu arriver à temps. Si seulement Cassie avait simplement appelé la police, puis gagné du temps avec Ghostface aussi longtemps que possible, et s'était ensuite mise dans la meilleure position possible pour tenir jusqu'à l'arrivée de la police. Verrouiller les portes était un bon début, mais c'était clairement pas suffisant pour qu'elle survive. Je serais allée dans une chambre à l'étage avec des fenêtres par lesquelles je pourrais m'échapper si nécessaire, et j'aurais bloqué la porte avec une commode ou tout autre meuble dans la pièce. Avec un peu de chance, le temps que Ghostface entre dans la maison et découvre dans quelle pièce je me trouve, la police serait déjà arrivée sur place. Je comprends que Cassie ait été ébranlée par la mort de son petit ami, mais elle laisse passer presque 10 minutes sans rien faire pour se défendre, et finit par en payer le prix. Quand Ghostface rattrape Cassie et l'attrape dans la cour, elle le laisse la poignarder
poignarder. Si vous êtes attaqué par quelqu'un avec un couteau et que vous ne pouvez pas vous enfuir, vous devez essayer de le désarmer par tous les moyens possibles. Ça signifie qu'il faut qu'elle utilise tout ce qui est à sa disposition pour essayer de faire tomber le couteau de ses mains, puis saisir son poignet pour le retenir et frapper les points faibles comme sa gorge et ses yeux. Cassie finit par faire tomber le couteau après avoir été poignardée une fois, mais je suppose que c'est mieux que rien pour quelqu'un qui a l'instinct de survie d'un dodo. Elle aurait pu rester en vie si elle avait agi avec sagesse. Mais dans le cas présent, il semblerait que ce qu'on dit sur les blondes soit vrai. Sydney Prescott travaille sur son ordinateur quand elle entend un bruit suspect à l'extérieur de sa fenêtre. Elle se lève pour vérifier et son petit ami Billy sort de l'obscurité pour l'effrayer et il la fait crier. Il grimpe à l'intérieur, mais le père de Sydney vient la voir. Le père de Sydney lui dit qu'ils seront à une expo en dehors de la ville et qu'il ne sera pas de retour avant dimanche. Elle lui dit qu'elle l'appellera si elle a besoin de quelque chose et l'embrasse pour lui dire au revoir. Billy est venu à la recherche d'une relation intime, mais Sydney a une règle très stricte en ce qui concerne sa petite culotte et elle accepte de l'embrasser, mais rien de plus. Il devient un peu trop pressant et Sydney décide qu'il est temps pour lui de partir. Elle l'embrasse et il repasse par la fenêtre. Le lendemain, la police et les journalistes sont partout dans l'école de Sydney pour enquêter sur les meurtres de Cassie et Steve comme la nuit précédente. Tatum, la meilleure amie de Sydney, lui parle de ces meurtres brutaux et lui dit que la police ne sait toujours pas qui en est responsable. Après l'école, Sydney et ses amis parlent des meurtres. Il s'avère que la fille morte était sortie une fois avec Stu, l'actuel petit ami de Tatum, et les autres l'accusent en plaisantant d'être le tueur. Stu s'en moque, il a l'air idiot et un peu suspicieux. Mais Tatum dit que ça ne peut pas être lui, parce qu'ils ont passé la nuit ensemble chez elle. Plus tard, Sydney descend du bus et arrive à sa belle maison dans les collines californiennes. Elle appelle Tatum et lui propose de venir chez elle, ne voulant pas passer la nuit seule alors que son père n'est pas là. Elle est sur les nerfs parce qu'il y a 1 an, sa mère Maureen a été tuée d'une manière très similaire. Sydney allume la télévision pour essayer de se changer les idées, mais toutes les chaînes couvrent les meurtres. Elle zappe sur les chaînes jusqu'à ce qu'elle voie la journaliste Gail Weather parler du meurtre de sa mère. Et elle éteint la télévision en colère. Sydney marche dans la maison en essayant de se débarrasser de son stress. Et elle regarde une photo d'elle et de sa mère ensemble avant de s'allonger sur le canapé pour faire une sieste. Plus tard dans la soirée, Sydney est réveillée par un appel de Tatum qui lui dit qu'elle arrive. Dès qu'elle raccroche, le téléphone sonne à nouveau. Mais cette fois, c'est Ghostface qui est à l'autre bout du fil. Il lui pose des questions sur les films d'horreur, comme il l'a fait avec Cassie. Au début, Sydney pense qu'il s'agit simplement d'une farce de son ami Randy. Finalement, Sydney commence à être effrayée et elle lui demande qui il est. Mais il lui répond que l'important, c'est l'endroit où il se trouve, c'est-à-dire sur son perron. Elle le prend au mot et regarde prudemment autour d'elle, mais elle commence à prendre confiance quand elle voit que personne n'est dehors. Sûre qu'il s'agissait d'une blague, Sydney commence à raccrocher le téléphone, mais Ghostface lui crie que si elle le fait, elle mourra comme sa mère. Furieuse, Sydney se précipite à l'intérieur et ferme la porte derrière elle, quand soudain, Ghostface jaillit du placard en tenant le couteau. Il la frappe et la fait tomber, lui cognant la tête contre le sol. Au moment où Ghostface s'apprête à la poignarder, Sydney le repousse d'un coup de pied et s'échappe à l'étage, s'enfermant dans sa chambre en utilisant la porte du placard pour bloquer la porte. Elle court vers le téléphone pour appeler à l'aide, mais n'y parvient pas parce que le téléphone du rez-de-chaussée est toujours décroché. Elle utilise donc rapidement son ordinateur pour contacter la police. Quand elle regarde à nouveau la porte de la chambre, Ghostface n'est plus là. Soudain, un Billy à l'allure échevelée apparaît à la fenêtre de sa chambre. Sydney court vers lui en criant que le tueur est dans sa maison. Mais quand elle le prend dans ses bras, un téléphone portable tombe de sa poche. Elle recule en le regardant avec méfiance et descend en courant jusqu'à la porte d'entrée, qu'elle ouvre d'un coup sec. Elle se heurte presque au frère aîné de Tatum, l'adjoint du shérif Duke, ce qui les fait crier tous les deux. Il dit qu'il a trouvé un masque de Ghostface dans son jardin, et la police se précipite à l'étage pour arrêter Billy. Ok, cette histoire d'amour fait moins Roméo et Juliette, mais plus le fantôme de la ligne téléphonique. Billy est un personnage louche et il pourrait bien avoir attendu que l'occasion se présente pour frapper. Ces jeunes doivent vraiment commencer à prendre plus au sérieux les appels téléphoniques effrayants. Je comprends que Sydney ne veuille pas réagir de façon excessive, mais après les meurtres de la nuit précédente, je ne prendrai aucun risque. Quand Ghostface annonce à Sydney qu'il se trouve sous son porche, elle décide d'ouvrir la porte et de regarder autour d'elle. Elle laisse la porte d'entrée grande ouverte, ce qui lui donne l'occasion de se faufiler à l'intérieur sans être vue. Ensuite, quand Sydney entre et verrouille la porte derrière elle, il la coince à l'endroit idéal pour une attaque. Contrairement à Cassie, Sydney a un certain instinct de survie, et elle retient son couteau au lieu de laisser Ghostface la poignarder. Elle sait que c'est un combat qu'elle ne peut pas gagner. Alors Sydney l'écarte d'elle et profite de l'occasion pour s'échapper. Utiliser la porte du placard pour bloquer la porte de sa chambre était une idée brillante, qui lui a probablement sauvé la vie. Ghostface réussit à forcer la serrure, mais ne peut pas ouvrir la porte assez grand pour y entrer.
ce qui donne à Sydney le temps d'appeler à l'aide. Elle ne peut pas utiliser le téléphone parce que celui d'en bas est décroché. Mais Sydney utilise judicieusement son ordi pour contacter la police. Et quand il se rend compte que son plan tombe à l'eau, Ghostface prend la fuite. Sydney est d'abord soulagée de voir Billy, mais j'aurais immédiatement trouvé son apparition et son explication suspecte. Tout d'abord, comment Billy pouvait-il savoir que Ghostface était parti alors qu'il ne l'avait jamais vu? Ghostface est à la porte de la chambre seulement un instant avant que Billy n'apparaisse à la fenêtre. Il est donc impossible qu'ils se soient vus l'un l'autre. Billy n'aurait jamais pu aller de la porte de la chambre à la fenêtre extérieure en si peu de temps. Il ne pouvait donc pas être celui qui portait le masque. Mais je soupçonnerais qu'ils travaillent certainement ensemble, surtout quand le téléphone tombe de sa poche. Si Billy est le tueur, il ne fait pas beaucoup d'efforts pour éviter de se faire prendre en laissant des preuves partout. C'est presque comme s'il voulait se faire choper pour que les preuves finissent par le laver de tout soupçon. En tant que petit ami de Sydney, il sait parfaitement qu'il serait le premier suspect s'il lui arrivait quelque chose. Se faire passer pour un spectateur innocent aujourd'hui pourrait être un stratagème sinistre pour ne plus être dans le collimateur de la police à l'avenir. Il agit peut-être comme s'il était venu à la rescousse, mais je soupçonne fortement Billy de cacher ses véritables intentions. Sydney est soignée par les ambulanciers quand Tatum arrive enfin, et elle l'aide à monter dans la voiture de police de Dewey pour se rendre au commissariat. Avant qu'il ne puisse partir, Gail, l'ennuyeuse journaliste, arrive à la recherche de Sydney pour son article. Tatum lui dit de laisser Sydney tranquille, pas très poliment, et ils partent tous les trois avec leur voiture. Au poste de police, Sydney et Dewey essaient de contacter son père, mais ils ne parviennent pas à le joindre. Le shérif interroge Billy sur les meurtres de la veille, et Billy insiste sur son innocence. Il n'a pas encore de preuves, mais il dit que Billy ne peut pas partir tant qu'ils n'ont pas vérifié les enregistrements téléphoniques. Frustré, Billy se retourne sur sa chaise, et il lance un regard à Sydney à travers la fenêtre. Gail arrive en essayant de se frayer un chemin à l'intérieur du commissariat. La police emmène Billy dans sa cellule et Tatum vient chercher Sydney, la faisant sortir par la porte de derrière pour éviter les journalistes. Bien sûr, Gail les rejoint dans l'allée et lui met une caméra sous le nez. Sydney la confronte au sujet du livre qu'elle écrit sur le meurtre de sa mère. Et quand Gail lui dit qu'elle lui enverra un exemplaire, Sydney lui donne un coup de poing dans la mâchoire, la faisant tomber par terre. Gail regarde Sydney en état de choc, mais Dewey vient la tirer de là et ils partent tous les trois dans son véhicule de police. Plus tard, chez Tatum, elle demande à Sydney si elle pense vraiment que Billy est l'assassin. Et Sydney répond par l'affirmative. Le téléphone sonne pour Sydney et elle est horrifiée quand elle réalise que c'est Ghostface qui l'appelle à nouveau. Il dit que Billy est innocent et elle demande qui il est vraiment. Mais il lui dit qu'elle le saura bientôt. Et il raccroche. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Dewey dit à Sydney que les relevés téléphoniques de Billy montrent que ce n'est pas lui qui a passé les appels. Il promet que la police travaille toujours sur l'affaire et qu'elle finira par trouver le vrai coupable. Mais Sydney s'inquiète à juste titre. Quand Dewey dépose les filles à l'école, les journalistes les entourent immédiatement et commencent à poser des questions. Sydney les dépasse, mais s'arrête quand elle arrive à la camionnette de Gail, demandant à lui parler officieusement. Elle confronte Gail à propos de son livre et dit qu'il est plein de mensonges et de théories à la con. Gail pense que l'homme qui a été arrêté pour le meurtre était innocent et que quelqu'un l'a piégé. Sydney insiste sur le fait qu'ils ont arrêté la bonne personne, mais Gail pense que même elle commence à en douter. Tatum arrive et elles partent toutes les deux. Mais Gail est maintenant sûre que le vrai tueur est toujours en liberté et qu'il est également responsable de cette récente série d'attaques. Tout le monde dans l'école sait ce qui est arrivé à Sydney, et un élève passe même devant elle, déguisé en Ghostface pour la narguer. Elle est tellement gênée qu'elle s'enfuit dans le couloir, tombant directement sur Billy. Sydney lui dit qu'elle est désolée et qu'elle ne pense plus qu'il soit le tueur, surtout après le coup de téléphone qu'elle a reçu chez Tatum. Mais Billy est toujours très en colère contre elle. Il lui dit brutalement que Sydney n'est plus la même depuis la mort de sa mère, et il pense qu'elle aurait déjà dû s'en remettre, comparant ça au divorce de ses parents. Billy lui dit qu'il veut retrouver sa petite amie, mais elle part en courant. Sydney va aux toilettes et entend d'autres filles parler d'elle. Elles disent qu'elle a menti à propos de l'attaque et qu'elle a peut-être même tué Cassie et Steve elle-même. Elle se cache dans une autre cabine en pleurant et attend que les deux filles partent. Soudain, elle entend quelqu'un murmurer son nom. Sydney regarde autour d'elle mais ne voit personne. Au moment où elle abandonne, on murmure à nouveau son nom. Elle regarde sous toutes les cabines et aperçoit enfin quelqu'un qui porte des bottes et une cape noire tout au bout. Elle se précipite vers la porte et quelqu'un déguisé en Ghostface lui fonce dessus. Mais elle se glisse sous ses bras en lévitant de justesse et s'échappe dans le couloir. Gail et Dewey flirtent devant l'école, et Dewey lui dit que la police n'a toujours pas réussi à contacter le père de Sydney. Le directeur annonce que toutes les classes sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, et que le soir même, la ville sera soumise à un couvre-feu à 21h. Stu dit qu'il veut inviter quelques-uns de leurs amis à une petite fête pour célébrer l'événement, et Sydney accepte avec hésitation d'y aller. De retour dans son bureau, le principal Imbrie entend un coup suspect à la porte. Il va voir ce qui se passe mais ne voit personne. Entendant un autre coup, il fait le tour du bureau à la recherche de quelqu'un, mais ne trouve toujours rien. Il retourne dans son bureau, et lorsqu'il ferme la porte, Ghostface surgit de derrière et l'attaque avec un grand couteau de chasse. Ghostface le poignarde plusieurs fois dans le ventre. Et ça fait 3 victimes, et il en reste 9. Ok, les cours sont peut-être annulés jusqu'à nouvel ordre, mais pour le principal Imbrie, il semble que l'école soit fermée pour toujours.
Le shérif a dit qu'ils doivent retenir Billy jusqu'à ce qu'il puisse obtenir ses relevés téléphoniques. Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Dans le cadre d'une enquête sur un crime, la police peut contacter la compagnie du téléphone et obtenir ce qu'on appelle les relevés d'appel. Ces relevés indiquent le numéro de téléphone de l'appelant, l'heure de l'appel et la tour de téléphonie mobile à laquelle le téléphone était connecté. Si les relevés montrent que les appels provenaient du numéro de Billy, la police peut s'en servir comme preuve de son implication dans les attaques. Quand Ghostface appelle Sidney chez Tatum, celle-ci est horrifiée, ce qui est compréhensible. J'aurais immédiatement mis le haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre. J'aurais essayé de faire durer la conversation le plus longtemps possible, dans l'espoir que Ghostface finisse par commettre une erreur et évoque quelque chose de personnel qui en dise plus sur qui il est vraiment. En outre, les compagnies de téléphone peuvent installer des traceurs sur les lignes téléphoniques pour essayer de localiser l'origine des appels menaçants. Comme elle avait l'intention de passer la nuit chez Tatum, j'aurais demandé à la compagnie de téléphone d'installer un traceur sur sa ligne. De cette façon, si Ghostface appelait à nouveau, nous serions en mesure de voir qui passe l'appel. Les enregistrements ont peut-être montré que l'appel ne provenait pas du téléphone de Billy, mais je ne suis pas encore convaincue de son innocence. Parce qu'il aurait pu utiliser un autre téléphone pour passer l'appel. Billy montre également des signes de détachement émotionnel majeur quand il dit à Sidney de se remettre de la mort de sa mère et de redevenir la petite amie qu'elle était. Ce manque d'empathie pour les autres est un signe que Billy pourrait avoir une personnalité antisociale, un trouble fréquent chez les criminels, y compris les meurtriers. Quand le principal Imbri entend frapper à la porte de son bureau, il sort et regarde autour de lui, tout comme Sidney, ce qui donne à Ghostface l'occasion de se glisser dans son bureau sans être vu et de se cacher derrière la porte. Après le premier coup, j'aurais attendu de l'autre côté de la porte, et dès que Ghostface aurait frappé à nouveau, j'aurais ouvert la porte immédiatement et j'aurais espéré le prendre au dépourvu. Si vous voulez survivre, il vaut mieux avoir le dessus sur lui que de le laisser avoir le dessus sur vous. Mais c'est pas parce qu'on est le principal qu'on est intelligent. Et Imbri finit par se faire étriper comme une grenouille en cours de bio. Pendant ce temps, Sidney et Tatum sont assises sous le porche et parlent de sa mère. Tatum dit qu'il y a eu des rumeurs selon lesquelles elle aurait couché avec beaucoup d'hommes différents en ville. Sidney s'inquiète que si la police a arrêté le mauvais individu pour le meurtre de sa mère, alors le tueur pourrait toujours être dans la nature. Elles partent se préparer pour la fête de Stu, sans se douter que Ghostface les observe depuis les buissons, à l'abri des regards. Stu se rend au vidéoclub où travaille Randy, et il l'invite à la fête de ce soir-là. Il remarque que Billy est là aussi, et ils commencent à se disputer pour savoir s'il est ou non le tueur. Stu essaie de convaincre Randy que ce n'est pas Billy. Mais Randy soutient que par rapport à ce qu'il connaît des films d'horreur, c'est forcément lui. Il s'agite tellement qu'il commence à provoquer une scène, et quand il s'en va pour retourner au travail, il tombe directement sur Billy. Billy l'attrape par la chemise, le confronte, puis s'en va, laissant Randy totalement effrayé. Tous les magasins de la ville commencent à fermer en prévision du couvre-feu. Sidney demande si Billy sera là, mais Tatum répond qu'elle a dit à Stu de ne pas l'inviter. Elles prennent une glace et s'apprêtent à partir, sans remarquer que Ghostface les traque dans les allées. Au poste de police, le shérif dit à Dewey que les appels suspects provenaient d'un téléphone appartenant à Neil, le père de Sidney. Il ordonne à Dewey de rester près de Sidney toute la nuit et de garder un œil sur son père, soupçonnant qu'il pourrait être le tueur au masque de fantôme. Ce soir-là, Dewey conduit Tatum et Sidney à la maison de Stu pour la fête, suivi de près par Gail et sa camionnette de reportage. Dewey dépose les filles et va parler à Gail, l'effrayant accidentellement. Il lui dit qu'il est là pour surveiller ce qui se passe, et elle décide de l'accompagner, laissant son caméraman Kenny seul dans la camionnette. À l'intérieur de la maison, ils sont tous réunis pour choisir un film d'horreur quand on sonne à la porte. Stu va répondre et revient suivi par Dewey et Gail. Tout le monde à la fête est fasciné par Gail, mais sa présence met Sidney très mal à l'aise. Sidney demande à Dewey s'ils ont retrouvé son père, ce à quoi Dewey répond par la négative. Mais il lui dit de ne pas s'inquiéter. Pendant qu'il parle, Gail cache une mini-caméra dans le meuble télé. Tatum va seule dans le garage pour aller chercher des bières. Alors qu'elle en prend dans le frigo, la porte vers la maison se referme bizarrement derrière elle. Elle essaie de retourner à l'intérieur, mais la porte est verrouillée et les lumières s'éteignent tout à coup. Elle ouvre la porte du garage, mais au moment où elle l'atteint, la porte arrête de s'ouvrir. Quand elle se retourne pour réessayer, elle voit Ghostface lui barrer la route. Pensant qu'il s'agit d'une blague, elle s'approche de lui et tente de l'écarter. Mais Ghostface l'attrape et la coupe au bras avec son couteau de chasse. Tatum s'enfuit, frappe Ghostface avec la porte du freezer et l'assaille de bouteilles de bière. Il la charge, mais elle se baisse et bloque ainsi ses jambes, l'envoyant voler dans le décor et lui donnant une chance de plonger vers la chatière. Tatum la traverse à moitié, mais Ghostface lève la porte de garage, ce qui lui brise la nuque et la tue. Ça fait 4 victimes et il en reste 8. Ok, on dit que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Mais je pense pas que c'est ce qu'ils avaient en tête. Randy est carrément comme moi. La police aurait dû l'engager pour enquêter et le petit ami louche devrait toujours être le principal suspect. Randy ferait mieux d'être prudent avec ses théories parce qu'il s'approche de la vérité et pourrait devenir la prochaine victime sur la liste de Ghostface. Quand Tatum aperçoit Ghostface dans le garage, elle se dirige bêtement vers lui, pensant qu'il s'agit d'un simple canular. Mais après la récente série de meurtres, je ne me contenterai pas de m'approcher de quelqu'un qui porte un costume de tueur.
Tatum n'est peut-être pas très intelligente, mais au moins, elle sait se battre. Et elle donne à Ghostface beaucoup de fil à retordre avant qu'il ne la fasse taire, en lui claquant la porte du congèle à la tête et en le bombardant de bouteilles de bière. Malheureusement, elle commet une grave erreur de jugement quand elle décide de s'échapper. La chatière est clairement trop petite pour la traverser rapidement, et Ghostface aurait pu facilement l'attraper et la ramener à l'intérieur, ou la poignarder dans les jambes bien avant qu'elle n'ait pu sortir complètement. Normalement, toutes les portes de garage ont aussi un moyen de s'ouvrir manuellement, et j'aurais essayé de le faire avant de me mettre dans une position aussi compromettante. Surtout que le combat se déroulait franchement bien. Tatum voulait peut-être participer à la suite de la saga, mais il semble que sa carrière se soit brusquement arrêtée. Sidney fait le tour de la maison en appelant Tatum, et Stu dit qu'il ne l'a pas vu. Tout à coup, Billy arrive et il dit qu'il veut parler à Sidney seul à seul. Ils montent tous les deux à l'étage et Billy dit qu'il est désolé d'avoir été égoïste. Sidney dit qu'elle l'a été elle aussi. Ils ont une discussion à cœur ouvert sur le chagrin de Sidney par rapport à sa mère. Et ils finissent par coucher ensemble. En bas, le reste du groupe s'assoit autour de la télévision pour regarder Halloween. Randy se lève et commence à expliquer avec passion les règles à suivre pour survivre à un film d'horreur. Il dit que la règle numéro 1 est de ne jamais coucher avec qui que ce soit. Deuxièmement, ne jamais boire d'alcool ni prendre de drogue. Et troisièmement, ne jamais dire « je reviens tout de suite ». Stu va chercher une autre bière et bien entendu, il dit qu'il va revenir tout de suite, ce qui fait rire tout le monde. Dewey frappe à la camionnette de Gail et lui demande si elle veut bien se joindre à lui, pendant qu'il va vérifier une voiture qui aurait été trouvée dans les buissons en bas de la route. Ils partent ensemble, laissant Kenny à nouveau seul. De retour à la maison, le téléphone sonne et Randy répond. Il est choqué par ce qu'il vient d'entendre. Il annonce à tout le monde qu'on a retrouvé le directeur Imbri assassiné à l'école. Tout le monde panique et se précipite hors de la maison pour aller voir le corps. Dewey et Gail marchent ensemble sur la route quand ils sont presque écrasés par des adolescents en excès de vitesse. Ils plongent sur le côté de la route et atterrissent juste à côté de la voiture de Neil Prescott. Dewey se rend compte qu'il ne doit pas être loin et tous les deux se précipitent vers la maison. À l'étage dans la chambre, Sidney demande à Billy qui il a appelé quand il a pu passer son seul coup de fil de la prison. Il répond qu'il a appelé son père, mais Sidney se souvient que c'est le shérif qui l'avait fait. Elle soupçonne qu'il a pu l'utiliser pour l'appeler elle et la déstabiliser. Billy lui demande ce qu'il doit faire pour prouver qu'il n'est pas le tueur. À ce moment-là, Ghostface apparaît derrière lui et poignarde Billy à plusieurs reprises dans la poitrine. Il tombe sur le lit et le tueur s'élance sur Sidney, mais celle-ci saute par-dessus le lit. Elle ferme et verrouille la porte derrière elle, mais Ghostface la devance en empruntant un autre passage. Sidney recule et le frappe contre une autre porte, l'envoyant au sol. Puis elle court dans un débarras et bloque la porte avec une planche de surf. Elle grimpe par la fenêtre et monte sur le toit, mais Ghostface parvient à l'attraper et elle tombe dans un bateau sur une remorque qui est garée dans l'allée. Sidney lève les yeux, mais Ghostface a disparu. Et c'est alors qu'elle voit le cadavre de Tatum pendu à la porte du garage. Ok, Sidney a vu beaucoup de films d'horreur dans sa vie, mais maintenant elle va devoir survivre à un vrai film d'horreur. Sidney a raison de se méfier de Billy, et elle a raison d'insister sur son dernier appel téléphonique. Il ment et dit qu'il l'a utilisé pour appeler son père, ce qui aurait été un signal d'alarme suffisant en soi. Mais Sidney a à peine le temps de réagir que Ghostface fait irruption et tue son petit ami. Maintenant, si Randy était toujours dans le salon et que Stu était près de la porte d'entrée la dernière fois que Sidney l'a vu, comment Ghostface a-t-il pu entrer dans la maison et monter à l'étage sans que personne ne s'en aperçoive? Il aurait dû passer devant Stu pour y arriver et n'aurait pas pu les prendre par surprise. Pour moi, il est clair que Ghostface devait être présent à la fête. Et pour l'instant, je parierais sur Stu. Il semble aussi très bien connaître l'agencement de la maison et il a facilement su utiliser un raccourci pour intercepter Sidney pendant qu'elle s'enfuyait. Bloquer la porte avec la planche de surf était une bonne idée. Mais si c'était moi, à sa place, j'aurais aussi cherché des occasions de riposter. Cette planche de surf aurait pu être utilisée de manière créative et Sidney aurait pu essayer de la ramasser et de l'utiliser comme bouclier pour foncer sur Ghostface et se créer une ouverture pour s'échapper. Sans autre issue, elle s'échappe intelligemment par la fenêtre, mais elle traîne trop et donne à Ghostface une chance de l'attraper. Le fait qu'elle ait atterri sur le bateau au lieu de tomber dans l'allée et de se fracasser le dos n'est rien d'autre que de la chance. Maintenant qu'elle a échappé à Ghostface pendant 1 minute, ma prochaine priorité serait de trouver Dewey, étant donné qu'il a une arme. Et aussi longtemps que je reste avec lui, Ghostface n'aura aucun moyen de m'atteindre. Sidney s'en est tirée pour l'instant, mais elle va devoir faire preuve d'un peu plus de stratégie si elle veut arriver à la fin. Dans le salon, Randy est allongé sur le canapé, seul, toujours en train de regarder Halloween. Ghostface entre et s'apprête à le poignarder, mais il s'arrête à la dernière seconde quand il entend Sidney appeler à l'aide à l'extérieur. Elle court vers le van des médias, réveille Kenny et grimpe dedans en fermant la porte derrière elle. Ils regardent tous les deux le dispositif d'enregistrement et voient Ghostface arriver derrière Randy. Kenny saute du van pour aller l'aider, mais c'est alors qu'il se souvient que l'enregistrement se déroule avec un retard de 30 secondes. Juste au moment où il réalise ce qui est sur le point de se produire, Ghostface surgit et tranche la gorge de Kenny. Ce qui fait 5 victimes, et il n'en reste plus que 7.
Sydney ferme la porte, mais elle est trop lente et Ghostface la poignarde dans l'épaule juste avant qu'elle ne la referme. Elle s'échappe en rampant sous du matériel à l'arrière de la camionnette et quand Ghostface tente de la suivre, il reste coincé. Sydney s'enfuit aussi vite qu'elle le peut, sautant par-dessus une clôture et retournant à la maison. Dewey et Gale arrivent à la maison et l'homme se dirige vers l'intérieur avec son arme dégainée, disant à Gale d'aller à sa camionnette et d'appeler le shérif en renfort. Il entre dans la maison et entend des cris, mais il découvre qu'il s'agit seulement des cris du film d'horreur diffusé à la télévision. Gale trouve la camionnette vide et remarque une flaque de sang de Kenny à ses pieds. Elle saute rapidement dans la camionnette et appelle la police. Tout à coup, Randy surgit à la fenêtre et elle le frappe à la tête avec le téléphone. Paniquée, elle démarre et le cadavre de Kenny tombe sur le pare-brise. Gale est tellement paniquée qu'elle manque de renverser Sydney, faisant un écart à la dernière seconde et écrasant la camionnette contre un arbre. Sydney retourne à la maison à la recherche de Dewey, qui sort en titubant par la porte d'entrée avec un couteau planté dans le dos. À ce moment-là, Ghostface apparaît dans l'embrasure de la porte. Il arrache le couteau du dos de Dewey et s'en prend à elle. Sydney parvient à s'enfermer dans la voiture de police de Dewey, mais Ghostface révèle qu'il a les clés. Elle prend la radio de la police pour essayer d'appeler à l'aide, mais pendant qu'elle est distraite, Ghostface déverrouille discrètement la porte arrière et se faufile à l'intérieur. Il l'attrape et Sydney réussit à le repousser avant de s'enfuir vers la maison. Elle saisit l'arme de Dewey et la pointe sur Randy et Stu, qui apparaissent tous les deux dans la cour en poussant des cris hystériques. Ils s'accusent l'un l'autre d'être le meurtrier, mais elle n'arrive pas à décider qui croire et claque la porte, les enfermant à l'extérieur. Soudain, Billy sort de la chambre et dévale les escaliers. Sydney lui donne l'arme et Billy ouvre la porte pour laisser entrer Randy. Il leur dit que Stu est devenu complètement fou, mais Billy lui tire une balle dans l'épaule. Sydney va aider Randy et Billy lui révèle que le sang sur sa chemise n'était que du sang de porc. Elle s'enfuit terrifiée et tombe nez à nez avec Stu. Il lui montre le changeur de voix qu'ils utilisaient pour passer les appels menaçants, ce qui prouve qu'ils travaillaient tous les deux ensemble depuis le début. Il coince Sydney dans la cuisine et elle leur demande pourquoi ils font ça. Mais Billy lui dit que ça fait partie du jeu. Billy lui révèle alors que c'est lui qui a assassiné sa mère et piégé un innocent. La mère de Sydney a couché avec le père de Billy et a provoqué le divorce de ses parents. C'est pourquoi il cherche à se venger. Stu quitte la pièce et revient avec le père de Sydney. Billy et lui avaient prévu de lui faire porter le chapeau pour les meurtres et d'aller et venir en se poignardant l'un l'autre pour avoir l'air de victimes convaincantes. Quand la police arrive, Stu se rend soudain compte qu'il ne trouve pas l'arme et il voit Gale en train de pointer son arme sur eux. Elle essaie de leur tirer dessus, mais elle n'a pas enlevé le cran de sécurité. Et Billy l'envoie au sol à côté de Dewey. Au moment où Billy s'apprête à tirer sur Gale, il réalise que Sydney s'est échappée avec son père pendant qu'ils étaient distraits. Le téléphone sonne et Billy répond pour entendre Sydney le narguer au bout du fil. Billy fait le tour de la maison à la recherche de Sydney. Il s'apprête à aller voir dans le placard du couloir, mais il est distrait par le film qui passe à la télé et soudain, Sydney surgit du placard avec le masque de Ghostface, le poignardant à la poitrine avec un parapluie. Sydney ramasse l'arme, mais Stu arrive en courant dans le couloir et la tacle. Elle lui mord la main, lui frappe la tête avec une plante et lui renverse la télévision sur la tête en l'électrocutant. Et ça fait 6 victimes et il en reste encore 6. Sydney retourne dans le couloir et Randy surgit derrière elle. Elle dit qu'elle le croyait mort. Mais tout à coup, Billy se relève et lui donne un coup de poing au visage. Billy s'attaque à Sydney et commence à l'étrangler. Mais elle enfonce son doigt dans sa blessure, ce qui le fait reculer de douleur. C'est alors que Gale entre et lui tire dessus. Et il tombe à la renverse, apparemment mort. Ok, ce film d'horreur est enfin terminé. Mais l'est-il vraiment ? Sydney et Gale pensent peut-être que la voie est libre, mais tout le monde sait que les films d'horreur ont toujours une fin à rebondissement. Quand Kenny se précipite pour aider Randy, il aurait dû se souvenir que l'enregistrement était différé de 30 secondes. La panique et le fait de se précipiter sans se souvenir de ce fait évident le font rapidement tuer. Et ça ouvre la porte à une opportunité pour Ghostface d'attaquer Sydney une fois de plus. La panique semble être une réaction commune à cette équipe de journalistes, puisque Gale s'écrase contre un arbre avec son seul moyen de s'échapper au premier signe de problème. Elle joue le rôle de la journaliste dure à cuire, mais quand les choses sont devenues réelles, elle a complètement gâché l'histoire. Sydney prend une décision très intelligente quand elle utilise la radio de la police pour appeler à l'aide. Même si elle n'a pas pu donner tous les détails avant que Ghostface ne l'attaque, un appel suspect comme celui-là en provenance d'une de leurs voitures de patrouille aurait certainement attiré l'attention du reste des forces de l'ordre. Et ce, très rapidement. Maintenant, pour tout psychopathe encore en vie, le summum c'est d'avoir une arme. Mais Sydney abandonne la sienne dès qu'elle met la main dessus. Non seulement elle laisse échapper sa meilleure chance de survie, mais en plus elle la donne à son petit ami qu'elle avait accusé d'essayer de la tuer il y a moins de 24 heures. Dès qu'il met la main dessus, Billy tire sur Randy. Et si c'était moi à sa place, j'en voudrais beaucoup à Sydney de lui avoir donné une arme. Billy et Stu révèlent enfin leur sinistre plan. Et je dois dire qu'il était plutôt bien pensé. Cependant, le plan présente une faille majeure. Les empreintes digitales de Billy et Stu sont maintenant sur l'arme. Sydney profite de la distraction créée par Gale pour s'enfuir avec son père et se cacher.
Mais Billy parvient facilement à éliminer Gale quand il se rend compte qu'elle ne sait même pas qu'il faut retirer le cran de sûreté de l'arme pour tirer. S'approcher de Billy avec l'arme alors qu'elle ne sait même pas s'en servir, c'est un peu comme si elle lui rendait l'arme en lui disant « Ok, tu peux me tirer dessus maintenant ». Elle a de la chance que Sydney soit une meilleure combattante qu'elle parce que sinon, elle aurait été le prochain fait divers tragique des journaux télévisés. Sydney joue avec Billy à son propre jeu quand elle l'appelle pour le narguer au téléphone. Billy devient furieux et commence à se comporter de façon négligente, ce qui donne à Sydney l'occasion parfaite de lui tendre une embuscade depuis le placard. Je suis pas sûre qu'un parapluie aurait été mon premier choix d'arme, mais il semble assez efficace ici, alors je laisse passer. Mais pourquoi Sydney n'a-t-elle pas pris le temps de libérer son père ? Ça n'aurait probablement pas pris plus de quelques secondes pour défaire ses entraves, et elle aurait eu un père en colère à ses côtés au lieu d'avoir à affronter Billy et Stu toute seule. Laisser son père dans le placard semble être une occasion manquée d'obtenir de l'aide supplémentaire, et pire encore, pourrait même donner à Billy ou à Stu une autre chance d'attraper son père pendant que Sydney est distraite. Sydney se comporte comme une championne pendant le combat et affronte facilement Stu et Billy toute seule. Même s'ils étaient déjà blessés, je dois dire que je suis impressionnée. La plupart des victimes n'essaient même pas de se défendre, et encore moins de maîtriser deux agresseurs psychotiques. Même à la fin, quand Billy essaie de l'étrangler, elle réussit à lui enfoncer le doigt dans sa blessure, ce qui lui permet de se débarrasser de lui avant même que Gale n'arrive et ne comprenne enfin comment se servir de son arme. C'est plutôt agréable de voir Sydney et Gale mettre leurs différents côtés et de mettre un terme à la quête de vengeance tordue de Billy une fois pour toutes. Sydney donne un coup de pied à Billy pour s'assurer qu'il est bien mort, et Randy lui dit de faire attention parce que dans les films d'horreur, c'est le moment où le tueur censé être mort revient à la vie. Effectivement, Billy se jette sur eux, mais Sydney lui tire dessus, le tuant une fois pour toutes. Et ça fait 7 victimes, et il reste 5 survivants. Sydney, son père, Randy, Dewey et Gale sont tous bien vivants pour tourner la suite. Et il est temps de passer au générique de fin de ce film d'horreur devenu réalité. Mais qu'en pensez-vous ? Comment auriez-vous battu Ghostface dans Scream ? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée.